C'est un crime affreux dont le mobile paraît être le vol qui a été commis dans la matinée du 9 août 1922 dans la si paisible petite cité de Port-Louis. Une fillette de 11 ans a été lâchement frappée à coups de couteau par un inconnu. Nous étions le 9 août 1922 dans le quartier de Locmalo. Le soleil levant peignait les rues de la petite ville portuaire de Port-Louis d'une lumière dorée. Les maisons en pierre laissaient filtrer les premiers rayons à travers leurs volets en bois, créant un jeu d'ombre et de lumière sur les pavés anciens. L'air était imprégné du parfum marin, rappelant l'importance de la mer pour cette communauté. Les pêcheurs préparaient leurs bateaux, les marchés locaux s'animaient. Le quartier de Locmalo en 1922 était un lieu où la tradition maritime et la vie communautaire s'entrelaçaient harmonieusement, créant une atmosphère authentique en ce coin de Bretagne. À Locmalo, tout à côté de l'octroi de la ville de Port-Louis, se trouve une petite épicerie tenue par Madame Veuve Kerlot, originaire de Riantec. Son mari est mort alors qu'il était en captivité en Turquie. Madame Kerlot habite seule cette maison avec sa fille Edwina, qui âgée de 11 ans a fait sa première communion au mois de mai dernier. La petite Edwina qui va en classe à l'école primaire était en vacances, sa mère qui avait affaire ce matin à Lorient, quitta Port-Louis à 10h, laissant la garde du magasin à sa fille. Vers 10h30, Madame Guillaume, en revenant du Douai, le Douai c'est le lavoir, eut l'idée de passer chercher du fil à l'épicerie Kerlot. Elle fut tout étonnée de trouver les deux portes de la maison hermétiquement fermées. Elle appela en frappant au volet, mais personne ne répondit. Elle fit le tour de la maison, mais n'ayant rien entendu, elle pensa que Madame Kerlot et sa fille étaient absentes, et elle se décida à rentrer chez elle. Comme elle venait à peine de s'éloigner, Madame Guillaume s'entendit interpeller par une jeune femme du quartier. Cette dernière, qui s'était présentée quelques minutes après Madame Guillaume à l'épicerie Kerlot pour y faire l'acquisition de menus objets, avait eu son attention attirée par une large mare de sang qui s'étendait sur le parquet de la boutique. Cette troublante découverte lui avait causé une vive émotion et elle s'était empressée d'appeler Madame Guillaume pour lui faire part de ce dont elle venait d'être le témoin. Les deux femmes entrèrent ensemble dans la maison. Un spectacle terrifiant s'offrit à leur vue. Derrière le comptoir, la petite Edwina Kerlot gisait, agonisante sur le sol, portant à la tête deux affreuses blessures d'où le sang s'échappait abondamment. Affolées, les deux femmes se hâtèrent d'aller aviser la gendarmerie. Immédiatement, les gendarmes se rendirent sur les lieux où venait bientôt les rejoindre le juge de paix. Après avoir procédé aux premières constatations, les représentants de l'autorité se mirent en campagne et débutèrent les premières investigations. Un voisin qui se trouvait sur sa porte à quelques mètres de la maison Kerlot au moment de l'assassinat n'a rien vu ni rien entendu. Il ne semble pas faire de doute que le vol a été le mobile du crime. Madame Kerlot, en effet, ne s'était pas cachée au cours de ces conversations d'avoir touché récemment sa pension se montant à plusieurs centaines de francs. Il n'est pas invraisemblable de supposer que ce sont ces paroles imprudentes qui ont poussé l'auteur de ce crime odieux à commettre son forfait. La petite Edwina reçut les premiers soins des docteurs Tual et Pellissier mandatés d'urgence. Le docteur Séget, chirurgien à Lorient, fut appelé également au chevet de la petite blessée pour procéder à la trépanation.
Lorsqu'il arriva à 2h30, l'enfant venait d'expirer. Les 2 blessures qu'elle portait à la tête et qui avaient été faites avec un couteau étaient toutes les 2 mortelles. De plus, une plaie faite avec un instrument contendant fut relevée par les médecins du voisinage. Ces 2 blessures avaient causé la mort. On comprend l'immense douleur de Madame Veuve Kerleau à son retour de Lorient, lorsqu'on lui apprend avec les plus grands ménagements le malheur épouvantable qui vient de la frapper dans sa plus chère affection. Perdant la petite Edwina, une fille unique, la malheureuse mère s'est trouvée cruellement atteinte par ce deuil survenu dans les circonstances atroces. Elle s'est montrée inconsolable malgré toutes les marques de sympathie qui lui ont été témoignées de la part de la population port-louisienne, très péniblement impressionnée par le crime dont la nouvelle s'est trouvée en quelques instants colportée dans tous les quartiers de la ville. Les recherches et l'enquête se concentrent sur la zone proche du lieu de l'assassinat. C'est une femme en noir qui assassina. Il ne paraît pas en effet y avoir de doute sur ce point. C'est bien une femme vêtue de noir qui, dans la matinée d'hier, a frappé à coups de couteau la petite Edwina Kerleau. Les 2 témoignages les plus importants s'accordent sur ce point. Un peu après 10 heures, j'ai vu une femme vêtue de noir entrer dans l'épicerie. Quelques instants plus tard, j'entendais des cris auxquels d'ailleurs je ne portais pas attention, pensant qu'il s'agissait d'une correction maternelle infligée à une enfant. J'ai aperçu ma petite amie Edwina qui, la figure couverte de sang, cherchait à s'enfuir de chez elle tandis qu'un bras ensanglanté la tirait violemment à l'intérieur de la boutique. Ce bras était maigre, il paraissait être celui d'une femme. J'ai entendu aussi à ce moment verrouiller la porte du magasin. C'est cette femme en noir, dont la personnalité reste encore entourée de mystère, qui a commis le crime odieux. Aussi rapidement que la nouvelle du crime se répandait, il était colporté de bouche en bouche que la petite Kerleau avait été tuée par une bohémienne. D'où ce bruit était-il parti ? L'enquête s'efforce de l'établir. Quoi qu'il en soit, ce bruit aiguilla l'enquête dans un sens bien déterminé. Et c'est une colporteuse, habitant Lorient et venant assez fréquemment à Port-Louis, qui fit l'objet des premières recherches. Dans la soirée de mardi, celle sur qui se portaient les plus graves soupçons était arrêtée par la gendarmerie de Lorient et interrogée aussitôt. Cette femme n'eut aucune peine à se disculper. Mardi matin, à l'heure où se commettait le crime, elle était du côté de Kevin. Ses dires vérifiés furent reconnus exacts et elle fut sur le champ remise en liberté. L'histoire de la Romanichelle était une romanesque légende et rien de plus. Alors qui est la coupable ? À la réflexion, peu de gens avaient cru à cette légende. Les 2 témoins principaux, le jeune cimentier et la petite Rieux, ne parlèrent jamais de Romanichelle. Personne parmi le grand nombre de gens qui allaient et venaient dans le quartier à l'heure du crime ne virent passer de bohémienne. En revanche, la personne qui fut aperçue par le jeune cimentier ne fut pas reconnue de lui, qui habite Plouhinec, un village voisin. Pour que la coupable puisse pénétrer et quitter l'épicerie Kerleau, dont toutes les issues donnent sur la rue, sans éveiller l'attention des habitants du quartier, il est probable que son visage leur était familier. Cependant, cette physionomie familière aux habitants de Locmalo était inconnue du jeune cimentier, suggérant ainsi qu'il s'agirait d'une personne résidant aux alentours de l'épicerie Kerleau qui aurait commis le crime.
L'enquête semble aller dans cette direction. En ce qui concerne la femme en noir, son sort reste inconnu. Les enquêteurs entendent une demoiselle du nom d'Émilie Rio, âgée de 20 ans, celle qui demanda de l'aide à Madame Guillaume, qui réside route du cimetière. Cette dernière l'accompagne jusqu'à l'épicerie, où elle découvre une enfant horriblement blessée et terrorisée, et s'empresse de chercher de l'aide. Les voisins sont alertés. Certains contactent les gendarmes, tandis que d'autres partent chercher les médecins. Émilie Rio explique qu'à l'origine, la porte de l'épicerie était fermée, mais elle s'est ouverte quelques minutes plus tard. En entrant, elle découvre une importante flaque de sang au sol et, sans chercher à comprendre davantage les circonstances troublantes, elle appelle immédiatement Madame Guillaume. Une foule assez considérable est massée devant la maison du crime près de laquelle le bureau d'octroi touche à l'épicerie Kerlo. Les magistrats accomplissent leur tâche délicate. Les commentaires vont leur train, mais la plupart des personnes se montrent extrêmement réservées. Parfois, lorsqu'un témoin sort ou rentre, une sensation de curiosité se dessine dans le public qui semble attendre un événement. Au moment où Mademoiselle Rio, dont le témoignage compta parmi les plus importants, est appelée devant les magistrats, un certain mouvement d'hostilité se produit parmi les personnes présentes. Les jours passent et l'enquête continue. Jeudi, le parquet s'est transporté à nouveau à Port-Louis pour continuer son enquête qu'il mène avec le soin le plus minutieux. Dans cette affaire, les preuves matérielles semblent devoir complètement manquer. Trop de monde s'étant trouvé sur les lieux du crime entre le moment de son accomplissement et l'arrivée de la gendarmerie. Un poids de 1 kilo, qui vraisemblablement a dû servir à assommer la malheureuse fillette, a été saisi, ainsi qu'un certain nombre d'objets. Jeudi à 2h, tandis que les magistrats enquêtaient, les obsèques de la petite Edwina Kerlo ont eu lieu au milieu d'une affluence considérable de personnes. Arrivés en automobile dans la soirée de jeudi, les inspecteurs de la brigade mobile de Rennes ont immédiatement commencé leurs recherches. Le journal local publie: depuis nos premières informations, mardi après-midi, notre conviction n'a pas changé. Nous ne pouvons pas accuser formellement la personne surnommée la criminelle par la ville de Port-Louis dès le lendemain du drame. Cependant, la gendarmerie détenait un témoin suspect. Amélie Rio. Tout pointait vers Amélie Rio, montrant qu'elle était coupable. Ses refus répétés, qui ont semé le doute jusqu'à hier soir, exigeaient que la justice soit prudente. En lisant la déclaration d'Amélie Rio publiée dans le Nouvelliste jeudi soir, on pouvait facilement comprendre ce que les juges cherchaient à éclaircir: la culpabilité d'Amélie Rio. Selon les informations, on savait que la femme qui avait commis le meurtre avait la peau mate, les cheveux lâchés, était plutôt grande et mince et portait une robe noire. Ces descriptions correspondaient parfaitement à l'apparence d'Amélie Rio, qui n'avait pas son béguin habituel sur la tête le jour du crime. Il était donc évident de faire le lien entre la jeune fille et la meurtrière. Amélie Rio était dans les confidences de Madame Veuve Kerlo. Celle-ci lui avait confié qu'elle allait vendre un piano mécanique d'environ 5 000 francs. Elle lui avait annoncé aussi qu'elle venait de toucher à la poste, sa pension, près de 300 francs. Amélie Rio était capable de voler. Elle l'avait prouvé. Elle avait besoin d'argent. Ceci était établi. Alors pourquoi ne pas supposer que le vol l'avait poussée au crime affreux dont tous les témoignages, même ses propres déclarations, s'obstinaient à l'accuser d'une façon toujours plus précise?
Cependant, les faits dépassant souvent l'imagination des hommes, pour transformer en accusé ce témoin étrange, il fallait que l'enquête fît encore un pas en avant dans la voie de la vérité. Un peu avant 7 heures, le parquet de Lorient adressait à la gendarmerie de Port-Louis un mandat d'amener contre Amélie Riault. Dans la matinée, les magistrats sont partis vers 10 heures pour Port-Louis dans l'automobile des inspecteurs de la brigade mobile. 1h15 après, la même voiture ramenant la coupable stoppait devant la prison, rue Clisson à Lorient où des groupes se trouvaient depuis ce matin. Quelques cris hostiles furent poussés. D'ailleurs, sur tous les points où on escomptait le passage de la criminelle, notamment près du pont tournant, sur les quais et dans la rue de l'hôpital, aux abords du tribunal, la foule s'était attroupée. Elle fut déçue, l'automobile judiciaire s'étant rendue directement rue Clisson. Une coïncidence de date paraît aujourd'hui émouvante. C'est en effet ce matin qu'Amélie Riault devait aller à la mairie faire les publications de ses fiançailles. Depuis jeudi, son fiancé avec lequel elle se promenait encore le soir du crime est parti en mer pour la pêche au thon. Il n'apprendra là une pénible nouvelle que dans quelques jours. Samedi après-midi, vers 3 heures, c'est un inspecteur de la brigade mobile à qui Amélie Riault avait demandé à parler, qui reçut ses derniers aveux. Alors que j'ouvrais un tiroir où Madame Kerlo déposait les recettes de l'épicerie, la petite Edwina entrait dans la boutique et me vit derrière le comptoir en train de voler l'argent. Elle voulut m'en empêcher, j'ai saisi un marteau qui était posé sur le comptoir et je l'ai frappé à plusieurs reprises. La coupable avoua qu'elle avait dissimulé le marteau meurtrier sous l'armoire au premier étage. Elle insista sur ce point qu'elle ne s'était servie ni de couteau, ni du poids, mais seulement de ce marteau, se composant d'une seule panne et qui traînait sur le comptoir de la boutique, lorsque la scène tragique se produisit. Le marteau fut en effet trouvé par la gendarmerie à l'endroit indiqué. Il était complètement maculé de sang. Vendredi soir, lorsqu'elle n'a pas encore avoué, mais que les paroles l'accusant formellement ont été dites, Madame Kerlo s'approche de la meurtrière de sa fille et lui supplie de dire la vérité. « Dis, Amélie, je t'en supplie, dis-moi si c'est toi qui as frappé Edwina. Dis-le-moi, je sais bien moi que tu ne l'as pas fait exprès. » Amélie Riault, assise près de la table ronde, secoue sa tête qui repose sur ses bras croisés. Elle nie en silence devant cet appel déchirant de la mère de la petite martyre qui est prête à lui pardonner. Tout à coup, comme si elle était mue par une force supérieure à sa volonté, la criminelle, sans prononcer un mot, marche droit sur Madame Kerlo et lui donne un baiser. Cynisme, repentir, on ne sait. Cette question sera celle qu'auront à se poser les juges devant lesquels, dans quelques mois, comparaîtra Amélie Riault. Jugée quelques mois plus tard, Amélie Riault, 20 ans, reconnue coupable, sera emprisonnée à la prison de Montpellier jusqu'à la fin de sa vie.